Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, L'homme qui voulut acheter une ville de Jean-François Haas, un auteur fribourgeois publié au Seuil, mon compatriote, qui écrit donc depuis la Suisse et qui va évoquer quelques pages, pas forcément glorieuses, de l'histoire suisse dans ce livre. L'homme qui voulut acheter une ville. Alors, de quoi s'agit-il? En quatrième de couverture, on nous explique un peu la situation, le dispositif mis en place par Jean-François Haas. Un homme est mort, notre ami. Durant tout le texte, on a ce notre ami qui est le personnage principal du livre, mais qui est mort. 3 personnes, mon voisin et ma voisine mariée, et le narrateur, passent la journée de l'enterrement à revisiter leur enfance et leur jeunesse pour essayer de mieux comprendre celui qui fut leur ami, son amour pour Gabriella et son dernier coup de folie. Participer sur Internet à des enchères pour acheter la petite ville de Beaufort aux États-Unis. Et donc on va suivre toute la journée de l'enterrement, le moment de la cérémonie, la collation qui suit, puis les 3 personnages, donc le narrateur et ceux et celles qu'il appelle notre voisin, non, mon voisin et ma voisine, qui sont ses amis d'enfance, qui ont fini par donc se marier, et on les suit dans l'évocation de la vie de notre ami, de cet homme qui vient de mourir et qui a eu une vie assez tragique au fond. Un événement va bouleverser cette vie, même si cet ami va conserver durant toute sa vie une envie de changer les choses, de changer le monde, un espoir, qui va se traduire notamment donc par cette histoire de la ville de Beaufort, aux États-Unis, dans le Wyoming, qu'il va vouloir acheter. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Beaufort? C'est une histoire vraie d'une ville qui était à vendre aux États-Unis. D'après le petit article Wikipédia sur Beaufort, c'est donc une ville qui se situe dans le comté d'Albany, dans l'état du Wyoming. Elle fait 4 hectares, c'est la plus petite ville des États-Unis. Et ce que l'on sait d'elle, c'est que dans les années 1980, il y avait 1 habitant. Et cet habitant-là va mettre sa ville aux enchères en 2012. Et c'est donc à ce moment-là que notre ami va participer à ces enchères pour acheter cette ville. Ce n'est pas lui qui va pouvoir acheter cette ville, une ville quand même assez petite, hein. Composition de la ville, toujours sur Wikipédia ici, une maison avec 3 chambres, un garage, une station essence, une échoppe qui fait bureau de poste, une école datant de 1905. Pas tellement d'enfants dans cette école, puisque 1 habitant adulte, il y en a eu 3 avant, sa femme et son fils. Sa femme est décédée, son fils est parti, c'est peut-être pas l'endroit où il y a le plus grand avenir. Voilà, elle est rachetée par un ancien Viet Cong pour s'excuser auprès des Américains des mal qu'ils leur ont fait
Elle va d'ailleurs changer de nom, cette ville, prendre un nom vietnamien, puisqu'elle s'appelle aujourd'hui Phin Deli. Même si le nom de Beaufort est sans doute quand même resté. Et donc, notre ami veut acheter cette ville. Pourquoi veut-il l'acheter? Voilà ce qu'il en dit, ou ce qu'en raconte le narrateur, qui parle donc d'un ami très très proche, dans le livre de Jean-François Haas. Et tout à coup, en 2012, s'était ouvert devant lui ce rêve. Une ville inhabitée, une ville à habiter. Et alors, réaliser enfin les espérances de sa jeunesse. S'installer là-bas avec Gabriella. Oui, d'abord aller chercher Gabriella et avec elle faire naître une communauté de cette ville devenue un désert. Je ne l'ai pas dit. L'autre me regardait dans les yeux, mais à cet instant-là, ce sont les yeux de notre ami qui croisèrent mon regard, lorsqu'il me parlait de ses familles aux États-Unis, prises dans la machine à broyer bancaire des emprunts et des prêts, chers à spéculation et boursicotage, utiles seulement à fabriquer les subprimes, et que les génies de la finance à bout de souffle cracheront le moment venu dans les corbeilles à papier de Wall Street, chewing-gum dont on aura tout pris, expulsées de la maison où elles essayaient comme nous d'être heureuses, réduites à vivre dans la voiture qu'elles avaient pu sauver de leur naufrage, sur des parkings d'où les gardiens ou les policiers venaient les chasser, condamnées à un vagabondage sans fin, d'un parking à l'autre, fouillant les poubelles pour y nourrir leurs enfants. Aller à leur rencontre, et Gabriella errait avec lui dans une voiture achetée là-bas. Ils erraient d'un parking à l'autre et rencontraient des familles sans autre maison que leur voiture et leur disaient « À Beaufort, il y a de la place pour vous ». Leur montrer des photos de Beaufort, il y a du terrain, vous construirez une maison, nous bâtirons ensemble des maisons de ceci et de cela, des maisons de rêve et de toile et de voile, des maisons de rien et de nous-mêmes, des maisons de tôle ondulée et de carton et de planches et de ferraille. Nous ne plierons pas, nous n'abdiquerons jamais l'être que nous sommes, c'est tout ce qui nous reste et vous ne nous en exilerez pas. Et cet être qui nous reste est de toile et de voile et de carton et de planches et de tôle et de rien et de tout et rien et tout cela tombe en quenouille et file un mauvais coton, une cité de fantômes qui veut le renaître, une cité pour se relever les uns les autres, une cité où chacun essuiera les larmes sur le visage d'un autre, sur la sainte face d'un autre, et la sueur et la crasse et les crachats sur son front. Pourquoi veut-il acheter cette ville ? Pour y loger toutes les victimes de la crise des subprimes, parce qu'il y a chez notre ami un idéalisme, comme chez le narrateur et ses quatre amis, notre voisin, enfin mon voisin, ma voisine, et le narrateur et le mort, et une cinquième personne dont on a déjà pu entendre le nom à plusieurs reprises, qui est Gabriella. Donc, l'utopie, le rêve d'acheter cette ville aux États-Unis, cette ville sans habitants, ou presque, et d'y loger tous ceux qui n'ont pas de logement, tous ceux qui ont été victimes des boursicotages, des requins de la finance. Sauf qu'il faut des moyens pour acheter cette ville, que certes, notre ami s'est enrichi, mais pas assez. Les enchères ont abouti, je crois, à quelque chose comme 900 000 $ pour le Vietnamien qu'il a acheté. Et bon, un rêve brisé, comme tous les rêves, en fait, de ce personnage ici. Pourquoi rêve brisé ? Parce qu'on est dans un contexte en Suisse qui va l'empêcher de vivre la vie qu'il aurait voulu. Alors quel est le contexte ? L'histoire se passe principalement
à la mort du personnage dans les années 2012, 13, 14. Je crois que le roman est paru en 2000, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là. Le roman est paru en 2016, il se passe un tout petit peu avant, mais les souvenirs d'enfance qui vont surgir lors de l'enterrement de notre ami, ce sont des souvenirs qui datent de la fin des années 60, du début des années 1970 en Suisse. Et c'est une époque où, en Suisse, on a la venue massive de travailleurs immigrés venant surtout d'Italie, et où on a le rejet de cette population qui est perçue par certains Suisses comme un corps étranger qui n'est pas assimilable. Et ces Italiens, quel défaut ont-ils? Ils en ont un qui est rédhibitoire en Suisse. Ils sont pauvres. Et dans un pays riche, les pauvres, c'est un scandale. Et la haine des riches pour les pauvres peut être immense. Et donc, il y a cette venue massive de travailleurs italiens qui construisent des barrages, qui construisent des routes, qui travaillent dans des usines, et le rejet dont ils sont victimes. Voici encore un passage du livre qui évoque ceci et qui va évoquer les initiatives Schwarzenbach, James Schwarzenbach, qui était un homme politique zurichois qui a lancé des initiatives contre la surpopulation étrangère qui ont beaucoup remué les consciences suisses. Ces initiatives, le peuple suisse les a rejetées, mais pas partout. Et les Italiens, les immigrés l'ont ressenti comme une attaque contre eux qui ne venaient en Suisse dans des conditions très dures, avec ces statuts de saisonniers où ils ne pouvaient pas faire venir leur famille, donc c'était des hommes seuls qui venaient, qui étaient logés dans des containers, ou dans le livre ici c'est dans une ancienne bergerie qui sent encore le mouton, la merde de mouton, enfin des endroits où loger les êtres humains est tout à fait inadmissible. Et donc on a ce contraste entre ceux qui, généralement dans les milieux plutôt aisés, vont craindre la surpopulation étrangère et la misère dans laquelle vivent ces Italiens notamment, dont on ne veut pas. Alors voilà un petit passage qui montre bien ceci dans le livre. Ces hommes dont nous nous souvenons aujourd'hui, ces hommes dont la marche n'a pas cessé en nous, marchant sous la colère de la bise et de la neige, revenus pour travailler en trimballant leurs chaotiques baluchons et valises et cartons ficelés, débordants, et pendant qu'ils marchent et que le vent les fait pleurer, et ce n'est peut-être pas seulement le vent, et le vent n'est peut-être que le couteau qui fait crever la douleur là-dedans, quelqu'un qui les a peut-être vus, eux ou d'autres des leurs, ce jour-là, ou la veille dans la gare de Zurich, quelqu'un qui médite dans son bureau parmi ses livres. C'est l'image qui me vient, que je propose aux deux autres en marchant dans les herbes où les engrais sélectifs ont tué les fleurs vers la vieille bergerie maintenant abandonnée. La fameuse bergerie où on logeait ces Italiens. Et ce quelqu'un, c'est le fameux Schwarzenbach qui va allumer la mèche anti-étranger. Quelqu'un qui a fêté l'août précédent son 51e anniversaire, quelques jours après la fête nationale, quelques jours après ce 1er août
dont les feux d'année en année rappellent ceux que l'on allumait autrefois de sommet en sommet pour annoncer les grandes nouvelles et les dangers surtout, les dangers. Et le danger aujourd'hui, il le voit, ces hordes de pauvres dans la gare de Zurich, ces hordes submergeant nos autres voyageurs, submergeant les Suisses devenus soudain aux yeux de l'homme des étrangers dans leur propre pays. Notre race héroïque de montagnards qui des siècles durant s'était couverte de gloire, ayant émigré pour fortune faire au service de tous les souverains d'Europe, sur tous les champs de bataille, semant la terreur, répandant le sang, violant, pillant, égorgeant, pendant, brûlant hommes et femmes, et enfants, vieillards, portant au ventre le goût du meurtre, jusqu'à festoyer de chair humaine, revenant enfin, pour les plus chanceux, fortune faite, du sang sur les mains, et la ch'touille leur dégoulinant dans le haut de chausses. Notre race de fiers montagnards, menacés par l'arrivage de tous ces pauvres déferlant avec leurs valises, leurs vêtements chiffonnés par les interminables heures de voyage, vêtements qui ont été tristement, douloureusement lavés et repassés par les femmes au cœur lourd, condamnées à rester là-bas. Femmes des douleurs, lavant, repassant, pliant les vêtements qui sentent la lessive fraîche et le souffle de la mer et le soleil d'hiver qui les ont séchés. Femmes des douleurs et des angoisses quand les hommes sont partis. Femmes des interminables attentes et ces vêtements sur leurs hommes, parfumés de tout ce qu'elles ont fait pour eux, de tout ce qu'elles leur donnent, de tout ce qu'elles perdent, ces vêtements depuis l'aube, se chargeant de l'odeur des wagons et de la fumée des cigarettes et de la sueur des wagons surchauffés, empuantis, jamais aussi peu souvent nettoyés, des wagons de pauvres, ou se chargeant du froid grisâtre et humide, des wagons au chauffage en panne, où l'on partage les cigarettes et le vin pour se réchauffer. Il y a dans ce livre une forme de lyrisme, une forme d'attention à la misère de l'autre, et une forme d'ironie quand il s'agit de la race héroïque des Suisses, les mercenaires partis détruire l'Europe au service de nos voisins, notamment de princes italiens par exemple, là on voit que Jean-François il va serrer la vis, il va vraiment faire preuve d'une ironie mordante. Vous savez, ces Suisses fiers d'être Suisses, d'une sorte d'image, de carte postale d'une Suisse éternelle, de paysans montagnards qui vivent il y a 10 siècles en arrière, qui vivent sur des idées de « il n'y en a point comme nous », et qui traitent les gens des villes dans des discours du 1er août de parasites. C'est pas les années 60-70, hein. Ça c'est cette année même où le président du premier parti de Suisse a traité de parasites, même pas les gens venant d'étrangers très lointains, mais les gens des villes en Suisse. Voilà, qu'on tienne de tels propos aujourd'hui, qui étaient les propos tenus par les nazis pour parler des juifs, hein, et que ça plaise à un nombre important de Suisses, voilà des choses qui auraient remué les entrailles de notre ami. Mais il est temps maintenant de passer à l'essentiel de ce livre. Ces Italiens arrivent, leur famille ne vient pas avec eux, des progrès sont faits quand même dans l'idée de regroupement familial, et certaines familles vont pouvoir venir, et c'est notamment le cas donc de Gabriella. Gabriella est la fille d'un de ces ouvriers italiens, et elle va donc venir en Suisse, pouvoir faire des études en compagnie de nos autres personnages. Et notre ami, le personnage dont on parle surtout dans ce livre-là, va en tomber amoureux. Et
elle-même va tomber amoureuse de notre ami. Belle histoire, mais une histoire d'amour impossible. Parce que un Suisse et une Italienne, ça n'est pas possible. Des deux côtés, les familles n'en veulent pas. Il y a un côté Roméo et Juliette, évidemment, qui est en arrière-fond dans cette histoire-là. Gabriella vient de Sicile, d'une région où les traditions sont encore extrêmement fortes, notamment en ce qui concerne le mariage des femmes. Les femmes doivent épouser les hommes que les pères décident qu'elles doivent épouser. Et c'est ce qui arrivera à Gabriella, malgré son amour pour notre ami. Et tout le drame du livre est ici. Mais le passage, un des passages que je vais lire, va montrer aussi une fidélité. C'est-à-dire que cette Gabriella, cet amour de jeunesse, toute l'histoire, c'est l'histoire de leurs 15 ans, de leurs 17 ans, de leurs 20 ans. Ça s'arrête là, quasiment. Même si l'homme meurt à plus de 60 ans. Donc il y a 50 ans d'écart. Mais il y a une fidélité. Et il y a cette question que se posent les autres personnages, les survivants. C'est comment a-t-elle réagi? Elle ne vient pas à l'enterrement, mais elle envoie des roses rouges. Et je vais terminer l'évocation de ce livre-là par le moment où on décrit, où on essaye d'imaginer comment l'amour de la vie de notre amie, Gabriella, a réagi. Gabriella dans sa maison là-bas. Peut-être s'est-elle assise sous la vigne ou sous le figuier quand elle a appris sa mort. Nous n'avons jamais pu entrer dans son jardin, même quand nous sommes allés jusque chez elle, notre amie et moi. Elle ne nous est apparue que sur le seuil. Elle lui a parlé, et derrière elle, il n'y avait qu'une masse d'ombre. Quand Calogero lui a appris la nouvelle, car ce ne peut être que lui, il aura pris le téléphone, elle aura décroché là-bas, porté l'appareil à son oreille. Calogero, elle s'est réjouie d'entendre la voix de son cousin, puis elle a reçu la nouvelle. Est-elle restée droite, tout son être en elle s'effondrant? S'est-elle cassée en deux comme si une lame s'enfonçait dans son ventre? A-t-elle aussitôt décidé d'envoyer ses roses de sang qui criaient? Puis le téléphone raccroché, les roses commandées à la fleuriste, ou bien a-t-elle seulement demandé à Calogero de s'en charger? Elle monte à sa chambre, referme la porte derrière elle, ouvre le tiroir de sa commode. Elle a certainement un tiroir à elle dans une commode. Elle retrouve le cahier. Notre ami a-t-il calligraphié un titre sur la couverture? Elle prend le cahier qui est là, qui l'attend. Elle le porte contre sa poitrine. Je l'entends gémir, un long gémissement, plus terrible qu'un cri. En elle gémit tout ce qu'elle n'a pas pu être et que pourtant elle a été durant toutes ces années. Notre amie brûlante en elle et la consumant comme elle brûlait en lui et le consumait. À quoi bon maintenant cette cantate écrite par un amoureux de 15 ans qui n'avait jamais cessé de l'aimer, à qui plus jamais elle ne pourrait dire le oui qu'il avait attendu toute sa vie, qu'elle n'avait jamais osé lui dire, le oui qu'elle était et n'avait jamais pu devenir. Il aurait suffi qu'elle le dise, et tout son être se serait jeté dans son être à lui, comme dans le plus obscur et le plus lumineux des abîmes, un abîme de ciel au matin si bleu que l'on n'y voit plus une étoile, plus le moindre repère, un bleu dont l'éclatant désert est bien plus angoissant que la nuit. Relit-elle le poème? Est-il là près d'elle? Il a 15 ans,
dans le train qui nous conduit au collège, ou dans le jardin où nous sommes en ce moment? Est-il là, près d'elle, dans l'ombre douce de la vigne, dans l'ombre au parfum bleu du figuier? Ils ont 15 ans. Elle le fait entrer enfin, enfin, dans sa maison, dans son jardin. Il commence. Il commence. Voilà. Je vais m'arrêter à ce commencement qui n'a jamais eu lieu. Et dans cette très belle écriture de Jean-François Haas, très sensible, vraiment un livre touchant, L'homme qui voulut acheter une ville.